J'ai pu tester en avant-première le DLSS 4.5, donc la nouvelle version du DLSS côté Nvidia, qui est d'ailleurs déjà dispo, on va en reparler juste après. Mais j'ai également pu tester le multiframe génération adaptatif jusqu'à x6, en sachant qu'à l'heure actuelle on était limité à du x4 et il n'y avait pas de mode adaptatif. Et j'ai également pu tester le G-Sync Pulsar, on va en reparler dans quelques instants, c'est un peu différent du DLSS, mais en tout cas ça reste une nouveauté côté Nvidia pour cette année 2026. Et c'est également ce que j'ai pu tester, donc on va tout voir dans cette vidéo. Alors je préfère le préciser tout de suite, ce n'est ni un partenariat, ni une collaboration commerciale ou autre. Je fais cette vidéo de mon propre chef, de mon propre gré, ils m'ont juste invité pour tester en avant-première, mais tout ce que je vais dire, je le pense, et c'est sincère. Évidemment. Alors on va commencer par le DLSS 4.5 parce qu'il est déjà disponible, mais il faut savoir quelque chose pour l'activer et l'utiliser correctement. Déjà pour l'utiliser, il va falloir que tu aies ton driver à jour. Donc sur le site de tes pilotes directement Nvidia, pilote GeForce, tu peux sélectionner ton modèle et télécharger la dernière version du pilote Game Ready ou du pilote Studio, suivant ce que tu préfères. J'en ai déjà parlé plein de fois des différences entre les deux, donc je vais pas le refaire ici, évidemment. Alors sache que tu peux utiliser Nvidia pour mettre à jour ton driver, donc dans la section driver de l'application. Moi j'ai pas de mise à jour, si tu en as une, je te conseille de la faire. Et une fois que ça c'est fait, justement, on va utiliser Nvidia pour bien configurer et utiliser le DLSS 4.5. Pour ce faire, tu vas aller dans Graphics, la section Graphics, dans les paramètres généraux, donc Global Settings, et ici dans DLSS Override Model Preset, tu vas pouvoir donc cliquer ici pour customiser. Par défaut, tu seras en Use 3D App Settings, donc tu vas utiliser les paramètres et la préférence, on va dire, du jeu directement. Si tu mets recommandé, ça veut dire que par rapport à ton matériel, Nvidia va automatiquement mettre ce qui est le mieux pour ton matériel et pour les paramètres graphiques du jeu. Par exemple, si tu actives le DLSS en mode performance ou en mode performance ultra, eh bien les deux paramètres ne seront pas configurés exactement de la même façon. Et ensuite, tu as la troisième option, c'est custom pour bien notamment, parce que bon, ça c'est juste 3D ou recommandé et pareil ici, donc soit par défaut, soit recommandé. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la super résolution avec tous les presets, donc les nouveaux presets, notamment L et M. Alors peut-être que ça ne te parle pas du tout, ce qui serait en vrai un peu normal, vu que c'est pas quelque chose qui est forcément très poussé. En tout cas, on trouve pas facilement d'explications sur internet. Il y a une vidéo complète qui est prévue sur la chaîne prochainement, peut-être même la prochaine vidéo après celle-ci, où je vais tout expliquer et tu vas pouvoir utiliser correctement le DLSS et je te garantis que tu gagneras en performance et surtout en qualité. Donc c'est vraiment pas négligeable et surtout tu pourras choisir si tu préfères avoir plus de perf, moins de qualité ou une meilleure qualité, un peu moins de perf. Bref, tu auras tous les outils pour choisir correctement et concrètement ce que tu veux. Donc ce paramètre-là, qui est du coup dans Global Settings, tu peux aussi faire pour chaque application personnalisée. Tu vas avoir un peu des trucs différents, mais en tout cas, ce paramètre-là concerne le DLSS. Mais finalement, qu'est-ce que le DLSS 4 par rapport au 4.5 ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui est amélioré ou qu'est-ce qui est rétrogradé, on va dire ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le DLSS 4.5 apporte énormément d'améliorations dans certains scénarios en termes de qualité. Donc là, je vais parler plus généralement et on rentrera plus en détail dans la prochaine vidéo, justement. Alors, j'ai filmé des plans pour que tu puisses mieux voir et mieux comprendre ce que je vais t'expliquer, même si en vrai, c'est pas très compliqué et visuellement, ça se voit tout de suite. Le DLSS 4.5 a des améliorations principalement sur la qualité. Donc la qualité va être améliorée. Par exemple, ici dans Black Myth Wukong, eh bien j'avais deux écrans, deux fois le même jeu, deux fois la même config, mais c'est surtout le jeu qui compte et la version du DLSS. Donc à gauche, j'avais le DLSS 4, à droite, le DLSS 4.5. Et ce qui saute aux yeux dans cette scène précisément, évidemment dans tout le reste du jeu, mais là on le voit vraiment beaucoup, ça va être les particules qui sont beaucoup mieux représentées avec le DLSS 4.5, mais qui sont surtout visibles de partout. Parce que si tu regardes avec le DLSS 4.0, les particules qui sont au fond ne sont pas visibles, quasiment pas. Avec le DLSS 4.5, on a des particules visibles comme ce qu'on pourrait avoir avec, eh bien, tout simplement la résolution native sans DLSS. Un peu dans le même style des améliorations, on va avoir une netteté qui est accrue. Alors, on peut aimer ou pas, c'est réglable. Pareil, on en reparlera dans la prochaine vidéo, mais c'est vrai que ça améliore quand même la qualité. Dans certains jeux, ça va être plutôt agréable, dans d'autres, peut-être moins, et de toute façon, ça va être personnel aussi dans 99% du temps. Mais en tout cas, avec les réglages par défaut, on a une netteté qui est un peu plus accentuée, des particules qui sont beaucoup plus visibles, donc finalement des détails, pour parler un peu de manière générale, des détails qui sont plus visibles, et comme détail par exemple, alors je sais pas si ça se voit vraiment avec la caméra, en tout cas à l'œil ça se voyait vraiment beaucoup, la lumière qui passe à travers cette fenêtre, eh bien est beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus impactante on va dire, avec le DLSS 4.5 comparé au DLSS 4.0. Alors certes c'est peut-être pas ce qu'on va voir tout de suite en jouant à Black Myth Wukong, on va peut-être pas s'arrêter devant une fenêtre, mais c'est vrai que l'expérience totale et l'immersion est quand même
un peu plus intéressante. Donc ça, c'est purement le DLSS. Pourquoi je dis purement le DLSS? Parce que le multiframe génération adaptatif, x6, et même le actuel, est techniquement lié au DLSS, c'est-à-dire que c'est avec le DLSS 4.0 qu'a été introduit le multiframe génération, mais c'est pas parce qu'il y a du DLSS 4.0 qu'il y a le multiframe génération, et c'est pas parce que ta carte graphique est compatible avec le DLSS 4.0 ou 4.5 que le multiframe génération est également compatible avec ta carte graphique. Pourquoi je dis ça? Parce que le DLSS 4.0 est compatible avec toutes les cartes graphiques RTX, donc de la RTX 2000 à la RTX 5000 en termes de génération. Le DLSS 4.5, c'est la même chose, c'est les mêmes compatibilités. Par contre, ce qu'on va évoquer tout de suite, la multiframe génération, la génération d'images multiples, elle est réservée uniquement pour l'instant à la série 5000. Alors je dis pour l'instant parce que selon moi ça pourrait arriver sur les séries 4000, rien d'officiel pour l'instant, mais c'est pour ça que je préfère dire pour l'instant. Alors déjà, qu'est-ce que la multiframe génération? Peut-être que tu ne connais pas du tout, ça ne te dit rien du tout, mais peut-être que tu connais la frame génération, sans le multiple au début. Eh bien la frame génération permet de doubler tes FPS, en fait en créant une image par IA entre des vraies images. Donc si tu as par exemple 60 FPS, si tu crées une image entre chaque image, tu fais x2, donc tu passes à 120. Ça on va dire que c'est le calcul et l'explication très simple. Le multiframe génération reprend le même principe de rajouter une image IA pour multiplier tes FPS, sauf que là ça va être débloqué, on va pouvoir faire du x3 ou même du x4 sur la multiplication, et donc faire 60 FPS x3 ou x4 par exemple, en fonction des réglages. Alors il y a aussi des questions de latence, etc. Ça pareil, j'ai fait une vidéo de toute façon dédiée qui explique et qui montre comment ça fonctionne, et teste de manière générale. C'était à la sortie des cartes graphiques 5000, donc je te laisse aller la voir si tu veux plus d'informations, elle est honnêtement très complète encore maintenant. Mais du coup, maintenant que tu as cette base-là, et bien c'est de là qu'on voit l'utilité d'avoir un multiframe génération, par exemple en x6. Donc ça permet d'avoir plus d'images au total, donc par exemple 60 fps x6, mais ce qui selon moi est vraiment intéressant, plus que juste d'aller encore plus loin, c'est le côté adaptatif. Donc là pareil, j'avais deux écrans avec le même jeu, d'un côté le frame génération classique, le multiframe génération classique en x4, et de l'autre côté le multiframe génération adaptatif, donc il n'y a pas de fois particulier parce que c'est adaptatif. Et c'est là tout l'intérêt de ce multiframe génération, de cette nouvelle option, c'est que tu n'as rien besoin de toucher. En fait, pour t'expliquer, ça va être un réglage dans NVIDIA. Donc de la même manière que tu as réglé le DLSS au début de la vidéo en mettant par défaut recommandé ou custom, et bien là tu auras une nouvelle option, alors qui n'est toujours pas disponible à l'heure actuelle, ça arrivera normalement cet été, et bien tu auras une case par exemple en dessous de frame génération où tu pourras sélectionner le mode adaptatif et lui indiquer combien de FPS tu veux au maximum, par exemple 360. Et bien avec cette valeur que tu as indiquée, 360, la multiframe génération va automatiquement multiplier comme il faut pour atteindre les 360. Donc par exemple, tu joues à un jeu et tu as 120 FPS en moyenne on va dire. Et bien si tu veux monter à 360, tu vas activer le multiframe génération x3, parce que 120 x 3, ça fait 360. Alors le calcul est un tout petit peu plus compliqué, je le simplifie. Pareil, si tu veux une explication un peu plus détaillée de pourquoi c'est pas tout à fait exact de juste faire x3, bien pareil, tu as la vidéo que je te mettrai d'ailleurs en description. Donc ça c'est le cas où tu as 120 FPS en moyenne, et tu fais x3 pour faire 360. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as, je ne sais pas, un drop de FPS à 60 FPS? Eh bien tu fais 60 x3, tu n'as plus les 360. Donc non seulement tu vas sentir la baisse de FPS, mais en plus de ça, tu n'auras plus les FPS que tu voulais avoir, donc 360 dans mon exemple. Eh bien, le multiframe génération va pallier à ce défaut, à ce problème, qui est en soi plutôt normal, en adaptant automatiquement la multiplication par rapport à la valeur que tu veux. Donc dans mon exemple, on était à 120, on voulait aller à 360, eh bien le mode adaptatif sera en x3, mais si tu descends à 60, eh bien le mode adaptatif va tout simplement se mettre en x6, vu qu'il y a une nouvelle limite, et 60 x 6, ça fait 360. Donc tu auras une constante de FPS en ressenti, même si ton jeu aura un drop à ce moment-là, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si d'un coup la scène est moins gourmande, donc que ton PC arrive à aller à 240 ou même 360 FPS, eh bien la multiframe génération adaptative va pouvoir se désactiver, ce qui te permettra de profiter de ton jeu nativement, sans génération d'images, parce que ton PC fondamentalement n'en a pas besoin. Parce que si tu as 360 FPS en natif et que tu as toujours l'option de multiframe génération en x3, je pense pas que tu aies l'écran niveau FPS qui suivra, et je pense pas que ce soit vraiment très pertinent, même niveau consommation. Donc ça c'est une fonction et une nouvelle option que je trouve vraiment bien, que j'ai testé et on ne ressent absolument pas la différence de multiframe génération. Donc quand tu regardes par exemple le ciel, ce qui est très facile à gérer, eh bien la multiframe génération va baisser, passer par exemple de x6 à x3, x2 ou se désactiver. Eh bien honnêtement je n'ai pas
ressenti une différence, que ce soit en termes de qualité, que ce soit souris en main, que ce soit en termes de fluidité, bref, pour moi, ça n'avait pas changé, même si évidemment je l'ai vu parce que c'était écrit, mais je ne l'ai pas ressenti. Le seul truc que j'ai vu, parce que j'ai regardé, c'est qu'il y a une sorte de latence, de délai avant que ça se baisse ou ça s'augmente, c'est-à-dire que quand je passe par exemple à 360 fps, eh bien ça va pas se désactiver tout de suite, il y a une petite latence, peut-être que ça s'améliorera, hein, je rappelle que ce n'est pas encore sorti, que ça sort quand même dans plusieurs mois, mais voilà, c'est la seule chose que j'ai pu voir où je me suis dit tiens, il y a peut-être ça à améliorer un peu, mais bon, même avec ça, honnêtement, je l'ai pas ressenti sous la main, c'était juste de vérifier et de voir que oui, il y avait un peu de latence. Et petite précision pour mes friands de lossless scaling, parce que j'en ai beaucoup parlé et c'est vrai que c'est un logiciel très intéressant, non, Nvidia ne va pas faire comme lossless scaling et ne permettra pas de faire de la multiframe génération à virgule. Donc ça c'était juste la comparaison avec le lossless scaling vu que c'est un peu le précurseur entre guillemets du mode adaptatif. Donc voilà, il n'y aura pas de système à virgule, ce sera x2, x3, x4, x5, x6. Et donc ça, quand ça sortira, il y aura évidemment une vidéo test complète où on va tout tester, tout bench, voir s'il y a un ressenti, s'il y a de la latence comme j'avais eu entre guillemets la première fois, à voir. Et justement en termes de latence, si on parle de latence système, entre un x6 et un x4, parce que du coup j'ai pu comparer parce qu'il y avait les deux écrans à côté et qu'il y en avait un en x4 et l'autre en x6 de temps en temps. La latence honnêtement est plutôt similaire à aller 1 ou 2 ms près. Alors c'était dans un jeu spécifique, dans un endroit spécifique, peut-être que ça changera d'un jeu à l'autre, d'un scénario à l'autre, etc. Dans mon cas, en tout cas, la latence était identique, mais les FPS non, bien évidemment. Donc là, on va parler de la dernière nouveauté qui, à titre personnel, ne me fera pas acheter un écran, mais je vous la partage parce que je trouve ça quand même intéressant, même si c'est à débattre, on va dire. C'est tout simplement la technologie G-Sync, mais Pulsar, donc une nouvelle version, on va dire, du G-Sync. Alors déjà, qu'est-ce que G-Sync, la technologie de Nvidia? Peut-être que tu ne la connais pas ou que tu sais pas vraiment à quoi ça sert, donc on va peut-être commencer par la base avant de passer sur le G-Sync Pulsar qui est un peu plus poussé, on va dire. Alors déjà, pour l'activer, il faut un écran compatible et un PC avec une carte graphique Nvidia. C'est réservé aux cartes graphiques Nvidia, contrairement par exemple au FreeSync de AMD qui est disponible pour tout le monde, peu importe ta carte graphique. Alors le G-Sync, c'est un peu comme le V-Sync, la synchronisation d'image verticale, même s'il y a quand même des différences, bien évidemment, sinon ça ne servirait à rien d'avoir cette techno. La différence majeure, c'est que ça va ajuster en temps réel la fréquence de l'écran pour l'ajuster à la fréquence du GPU, la fréquence, le nombre d'images par seconde qui est généré. Donc exemple tout bête, si tu as un écran 240 Hz par exemple, mais que tu as je sais pas, 220 fps, eh bien ton écran va techniquement se mettre à 220 Hz pour ne pas avoir de déchirure d'image, donc le tearing, ou un truc dans le même style, des saccades, donc le stuttering. Donc si tu n'as pas, par exemple, 120 fps constant dans ton jeu du début à la fin de ta session, ce qui est quand même très rare, eh bien cette techno va améliorer la fluidité et réduire les problèmes visuels que tu peux avoir en adaptant la fréquence de ton écran à tes FPS en jeu. Donc ça on va dire, explication plutôt simplifiée je trouve, ça on va dire que c'est la G-Sync actuelle que tu peux avoir sur ton écran compatible et si tu as une carte graphique Nvidia, mais en tout cas c'est ce qui existe actuellement et depuis même un long moment. Maintenant le G-Sync Pulsar va être un peu plus particulier et va être un peu différent dans son fonctionnement, on va dire. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le G-Sync Pulsar est uniquement compatible avec des écrans, bon déjà qui sont certifiés G-Sync Pulsar, mais surtout des écrans LCD. Si tu as un écran OLED, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas disponible, tout simplement parce que ça va corriger un problème qui n'est pas présent sur des écrans OLED. Donc ce que ça va améliorer, pour rester très général, on ira un peu sur le côté technique juste après, parce qu'il y a des choses à dire quand même, pour rester sur quelque chose de simple et facile à comprendre, ce que ça va améliorer, c'est la netteté, ça va être beaucoup plus net dans les mouvements, et ça clairement, je l'ai essayé, en tout cas je l'ai vu, et ça se voit tout de suite, et même à essayer, ça se voit aussi tout de suite, sur des jeux par exemple, là c'était Overwatch que j'ai vu et essayé, et en plus de ça, ce que ça va faire, c'est te donner l'impression, le ressenti que ton écran est en 1000 Hz. Donc même si tu es à 240 fps, tu as quand même un ressenti de 1000 Hz en termes de fluidité et tu as une netteté dans les mouvements qui est améliorée. Exemple que du coup j'ai eu et que j'ai pu voir, c'est sur Overwatch, quand tu vois par exemple le pseudo des personnes en mouvement, et ben tu vas réussir à le lire très simplement avec le G-Sync Pulsar, parce que ça va être net pendant tout le mouvement, alors que sans le G-Sync Pulsar, donc avec un écran par exemple 240 Hz, ce qui est déjà très bien, et bien là ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir se concentrer et c'est moins naturel. T'as plus l'impression de forcer sur tes yeux pour vraiment réussir à voir ce qui est écrit. Donc ça va être pour le fonctionnement plutôt simplifié. Alors à la caméra ça rendra pas super bien. Bon là par contre je vais pas rentrer dans le côté technique, je trouve que c'est pas très intéressant et ça concerne pas du tout le G-Sync Pulsar en tant que tel, mais c'est juste qu'en filmant à la caméra, en fait comme on pourrait filmer un écran de manière générale, sauf les écrans OLED, et bien il y a une sorte de scintillement sur l'écran et du coup ça clignote quand on le
film. Alors j'essaie de réduire le plus possible avec des réglages, mais ça reste quand même pas représentatif de ce qu'on a derrière l'écran. C'est-à-dire que moi quand je joue, je ne vois pas que l'écran clignote ou que l'écran scintille, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vais plutôt utiliser des images de Nvidia, pas parce que j'ai pas filmé ou que je l'ai pas testé, mais juste parce que ça rend pas très bien la caméra, comme tu peux facilement le voir actuellement. Donc pour rentrer dans le côté un peu plus technique de comment ça fonctionne, et pourquoi ça ne marche pas sur un écran OLED, mais ça marche sur un écran LCD, et c'est prévu pour un écran LCD. Tout simplement parce que le LCD ne fonctionne pas du tout et ne marche pas du tout de la même manière que de l'OLED. L'OLED, si tu ne connais pas, ça va être tout simplement plein de pixels, donc tous les pixels de ton écran qui sont indépendants. Donc si par exemple tu regardes, je ne sais pas, un film et que ça se passe dans le noir, eh bien toutes les parties noires de l'image, c'est des pixels de ton écran qui sont littéralement éteint. Je pense que tu l'as peut-être vu sur Insta, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur écran LCD, IPS, VA, bref, LCD, versus de l'OLED, où la différence est assez flagrante, surtout évidemment sur des scènes très contrastées, des scènes plutôt dans le noir. De manière générale, évidemment, c'est beaucoup mieux, mais c'est surtout dans ces scènes-là que ça va être vraiment flagrant. Donc par exemple, moi j'ai un écran OLED, j'ai ce fond d'écran-là, et bien toutes les parties, par exemple ici c'est très noir, et bien en fait les pixels de mon écran sont littéralement éteints. Alors qu'un écran LCD va lui utiliser une lumière constante sur tout l'écran, même si des fois c'est divisé par zone. En tout cas, c'est un backlight qui est allumé en permanence, donc backlight ça va être les lumières de derrière en anglais, traduction très facile, ce qui va du coup créer naturellement un motion blur, donc un flou de mouvement, quand tu vas avoir du mouvement justement, quand tu vas bouger la caméra par exemple dans un jeu. Ce qui veut dire qu'en fait, tous tes pixels de ton écran vont changer, parce que les couleurs vont changer, peut-être qu'il y a des pixels qui vont devoir afficher du noir, d'autres du bleu au lieu du rouge, etc. Mais la lumière derrière, elle reste toujours allumée. Donc il y a une base qui reste identique, peu importe le mouvement et les changements qu'il peut y avoir de couleur, de luminosité dans la scène, etc. Et donc c'est ça qui va produire ce défaut des écrans LCD, qui est un défaut du coup plus matériel, on va dire, de la technologie. Et même si tu as un écran par exemple 360 Hz, ça va rester visible. C'est vraiment plus la techno de l'affichage qui fait ça, donc un écran LCD, plutôt que le taux de rafraîchissement qui peut être à 120, 60, 360, etc. Donc le G-Sync Pulsar va compenser ce défaut-là, qui techniquement n'existe pas sur de l'OLED, et ça va du coup permettre à la lumière, donc la backlight, de s'allumer uniquement quand les pixels sont stables, qu'ils ont changé entre guillemets leur état. Et du coup ça va accentuer, améliorer la netteté et simuler un taux de rafraîchissement de 1000 Hz avec l'écran et la technologie activée bien évidemment. Alors je me suis quand même renseigné sur pourquoi fondamentalement c'est pas forcément très utile sur de l'OLED, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change si c'était activé, et de ce que j'ai cru comprendre, voir, c'est que d'activer ça sur de l'OLED, ça risque de créer du scintillement, et du coup c'est contre-productif, ça ne sert à rien de dégrader l'image alors que le but c'est de l'améliorer. Parce que justement l'OLED a cette rapidité-là de gestion indépendante de chaque pixel. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est pas activable tout le temps. Alors quasiment, en vrai si t'as une bonne configuration, ce sera activable tout le temps. Il faut quand même, par défaut c'est réglé comme ça sur l'écran, un minimum de 90 fps. Même si tu peux le régler et le descendre par exemple à 75 fps. Il y a des réglages, mais du coup il y a quand même des prérequis pour l'activer et l'utiliser pleinement, ou même juste l'utiliser. Donc franchement, à utiliser, c'était vraiment très cool, on voit tout de suite la différence. Après, si je dois être tout à fait honnête sur mon ressenti par rapport à ça, premièrement, alors c'est peut-être par rapport à moi, c'est peut-être une habitude, mais ça m'a fait un peu mal aux yeux au début, ça m'a fait un peu mal à la tête, pour être précis. Au même titre, quand je suis passé d'un écran LCD 120 Hz et que j'ai pris un écran OLED 360 Hz, j'ai eu mal à la tête pendant les premières heures, premiers jours d'utilisation. Après c'est passé, là je peux jouer sans problème, mais il est vrai que ça m'a fait le même ressenti, la même impression avec cet écran LCD G-Sync Pulsar activé, avec du coup une sensation de 1000 Hz. Mais la question que je me pose, et ça va être un peu un débat entre guillemets, c'est la question du tarif des écrans. Parce que si l'écran est au même tarif qu'un écran OLED, pourquoi je ne prendrais pas un écran OLED qui a une meilleure qualité en termes de couleur, qui n'a pas besoin d'une techno pour être bien, on va dire, correct dans les mouvements, en tout cas pas désagréable ou pas avec du motion blur dans les mouvements. Du coup, sans techno à activer, sans minimum de FPS, peu importe la carte graphique, je peux avoir une carte graphique AMD pas compatible avec G-Sync Pulsar, mais avoir un écran OLED avec les avantages. Donc c'est une question qui reste en suspens, à voir, à décider en fonction évidemment des usages, etc. Donc est-ce que la techno est pas arrivée un peu trop tard vu que les écrans OLED ont quand même bien baissé en termes de prix et qu'on trouve facilement des écrans OLED en promo? À titre d'exemple, je l'ai payé légèrement en dessous, mais on va arrondir à 600 €. Mon écran G6 OLED de chez Samsung, donc un OLED 360 Hz en 1440p, ce qui est né vraiment pas cher. Donc là, techniquement, on a fait le tour de toutes les nouveautés, de tout ce que j'ai pu tester en avant-première. Alors j'ai également testé d'autres choses, mais que je n'ai pas filmé parce que ça, je
préfère à la limite le tester en vrai quand ça sortira et que ça sera dispo. Je parle de Nvidia Ace pour ceux qui connaissent un peu de nom. Évidemment, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, mais principalement des nouveautés, donc que ce soit le DLSS 4.5, le multiframe génération adaptatif ou G-Sync Pulsar, un peu plus compliqué je pense techniquement parlant, j'essaie de simplifier, en tout cas d'avoir une partie simple, une partie un peu plus poussée pour que ça puisse parler à tout le monde, et que si tu es curieux, bah tu peux quand même en apprendre un peu plus. Et sinon, je le répète, il y aura une vidéo dédiée sur comment utiliser correctement et comprendre comment fonctionne le DLSS 4.5. En vrai, ça marche aussi avec le DLSS 4 et les autres versions, c'est le même principe. Mais là, on va se concentrer sur le DLSS 4 et 4.5 et également du coup les presets K, L et M pour comprendre l'impact, l'intérêt, comment bien choisir, comment bien l'utiliser en fonction de tes jeux, de tes réglages graphiques, de tes réglages du DLSS et également de ta carte graphique parce que ça va changer suivant ton PC. Donc merci encore à Nvidia de m'avoir permis de tester ça en avant-première, c'était vraiment très cool, les gens étaient vraiment adorables que ce soit chez Nvidia ou même les autres créateurs présents. Bref, c'était vraiment un plaisir et j'espère pouvoir vous reproposer des choses un peu dans le même style parce que c'est vraiment cool. Et si vous voulez justement d'autres contenus de ce style, des vidéos plus poussées sur des technos et par exemple des explications comme les presets K, L et M côté DLSS, eh bien n'hésitez pas à bombarder les likes, les commentaires, booster la vidéo, c'est uniquement sur mobile, mais c'est gratuit dans tous les cas, donc juste prends ton téléphone, va sur la vidéo, booste la vidéo, vérifie que tu as liké et que tu t'es abonné, en activant la cloche bien évidemment, et ça soutiendra un maximum, et c'est 100% gratuit, ça prend, allez, 1 minute, voire 2 minutes si tu as oublié ton mot de passe de téléphone. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement vidéo sur les presets et le DLSS regroupés. Je vais essayer de faire une vidéo la plus complète possible, donc elle pourra potentiellement durer longtemps comme je pense cette vidéo là, je suis déjà à 50 minutes d'enregistrement, donc je pense qu'elle va être longue. Mais voilà, maintenant sur la chaîne, ça va être les vidéos les plus longues, si c'est nécessaire, en tout cas je veux pas faire des vidéos d'1 heure juste par plaisir, mais en tout cas il n'y aura pas de bridage de temps. Si la vidéo doit durer 1 heure parce qu'il y a des explications qui le nécessitent, et bien la vidéo durera 1 heure, le but c'est d'avoir quelque chose le plus complet possible, le plus compréhensible possible, sans être indigeste non plus. Donc c'est pour ça, s'il y a des explications que vous sentez un peu plus complexes, vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à me le dire pour que j'explique un peu plus dans les commentaires, mais surtout pour que je puisse bien changer un peu et améliorer au fur et à mesure des vidéos pour avoir les vidéos les plus faciles niveau compréhension possible. Bref, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous êtes en train de faire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.